à toutes et tous. Merci d'être là aujourd'hui pour assister au nouveau webinaire du CEDRE. Donc, je m'appelle Kevin Talek, je suis ingénieur au service surveillance et études des déchets aquatiques du CEDRE. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le webinaire qui va traiter des pollutions par granulés plastiques industriels. Donc, le titre de la présentation, c'est « Comprendre et gérer les pollutions par granulés plastiques industriels, perspectives et solutions ». Pour information, comme à son habitude, le webinaire du CEDRE est enregistré. Ça servira de support pour le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube du CEDRE notamment. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur les actions principales du CEDRE. Nous sommes une association à mission de service public agréée par l'État. Nous sommes experts en pollution accidentelle des eaux et luttons contre les pollutions par hydrocarbures, produits chimiques et déchets aquatiques. On rayonne en France et à l'international depuis maintenant plus de 45 ans et notre équipe est constituée d'une cinquantaine de techniciens, ingénieurs ou encore docteurs et notre mission est d'apporter conseils et connaissances aux autorités et structures privées françaises ou étrangères en charge de la réponse anti-pollution. Comme je viens de le dire, nous travaillons notamment sur les déchets aquatiques et cela inclut les granulés plastiques industriels que l'on appelle également plus communément les GPI. Donc le but de cette présentation va être de vous parler déjà des GPI en tant que tels, en tant que produits, en tant que contaminants. Du coup, généralement, on va définir les GPI comme des intermédiaires entre la matière brute, pétrole, gaz, composés naturels et un produit plastique finalisé. Mais si on prend les définitions réelles des GPI, avec le standard ISO, on considère comme GPI toute petite masse de matière à mouler préformée ayant des dimensions relativement uniformes dans un lot donné, utilisé comme matière première dans les opérations de moulage et d'extrusion. Selon le décret français de 2021 qui traite des GPI, en France, on considère les GPI comme toute matière plastique commercialisée sous différentes formes, dont les dimensions externes sont supérieures à 0,01 mm et inférieures à 1 cm. Donc dans les GPI, on va retrouver la forme principale, les granules, qui ont une taille comprise entre 2 mm et 5 mm, qui représentent à peu près 80% de la production. Mais on va également retrouver ce qu'on appelle des paillettes, issues des processus de recyclage, et des poudres qui sont utilisées dans certaines activités industrielles spécialisées. En termes de composition, de manière simplifiée, un GPI est constitué d'une matrice polymérique, c'est-à-dire de polyéthylène, de polystyrène, de polypropylène, de PVC par exemple, et d'additifs. Ces additifs, ce sont des substances chimiques qui vont conférer des propriétés spécifiques, couleur, flexibilité, une certaine résistance aux UV par exemple, aux polymères et qui vont être adoptés à leur utilisation future lorsque ce sont des objets plastiques finalisés. À titre informatif, dans les produits plastiques finalisés, en termes de masse, la matrice polymérique, le squelette, va représenter 93% en moyenne de la masse d'un produit plastique et les additifs 7%. Cependant, on a certains objets où ces proportions peuvent être totalement inversées. On a des objets en PVC où la quantité d'additifs en termes de masse dépasse 50% par rapport à la matrice polymérique. Ces additifs chimiques peuvent être ajoutés à différentes étapes de la production des GPI. Ça peut être par les producteurs, mais également par les transformateurs qui s'occupent de la manipulation des GPI pour obtenir des objets plastiques finalisés. La recette exacte va dépendre des industriels, évidemment. Aujourd'hui, on connaît les principales familles d'additifs utilisés. Ça peut être des plastifiants, des retardateurs de flamme, des stabilisateurs UV, des antioxydants ou des pigments, par exemple. On a plus de 10 000 additifs chimiques différents qui sont retrouvés dans les produits plastiques, et cela, c'est sans compter les substances ajoutées non intentionnellement et les produits de dégradation. En termes de production mondiale, aujourd'hui, les GPI, c'est en 2023, en tout cas, c'était plus de 302 millions de tonnes de GPI produits. On est sur une production qui est exponentielle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe produit 14% des GPI et on abrite plus de 60 000 entreprises impliquées dans la production, le transport, la transformation et le recyclage des plastiques. Principalement dans les GPI, malgré l'existence aujourd'hui de plus de centaines de polymères, on va retrouver du polyéthylène qui sert à produire des jouets, des sacs, des bouteilles par exemple, du polypropylène qui sert à produire des emballages alimentaires, du PVC qui est utilisé notamment dans l'industrie du bâtiment pour la production de câbles isolants, de sols. On a le polyéthylène terephthalate qui sert à produire des bouteilles d'eau et le polystyrène expansé qui sert à produire principalement des emballages alimentaires et des isolants industriels. Comme la question revient régulièrement,
Concernant les bioplastiques, aujourd'hui, ils représentent moins de 1% de la production globale en GPI. Les GPI sont classés comme des marchandises non dangereuses, que ce soit pour les codes ADR, RID, IMDG ou IATA, donc pour le transport ferroviaire, routier, maritime ou aérien, respectivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglementation spécifique pour leur transport, notamment concernant leur positionnement à bord des navires, notamment, à l'exception d'une catégorie de GPI qui concerne les granulés pré-expansés qui sont classés comme matières dangereuses diverses, donc c'est la classe 9, car leur mode de fabrication implique un possible rejet de pentane pouvant créer une atmosphère inflammable. Le transport des GPI va se faire sous 5 formes principaux, sous la forme de sacs de 25 kg mis ensuite sur palette. Pour information, un sac de 25 kg représente environ 1 million de GPI sous la forme de granules. On peut également avoir un transport sous forme d'octabin, de big bag, de vrac en silo, et également sous forme de conteneur pour le transfert maritime. Malheureusement, on va retrouver régulièrement des GPI dans l'environnement. Et ces rejets environnementaux peuvent provenir de 2 sources principales. On va avoir les pertes opérationnelles le long de la chaîne de production et de transformation qui vont créer une pollution chronique de l'environnement. Si on prend le cas de la France, le CEDRE est mandaté par le ministère en charge de l'écologie pour organiser un réseau national de surveillance dédié aux microplastiques et aux mésoplastiques sur les plages françaises. Et ce réseau de surveillance, en 2024, a montré que les GPI représentaient 18% de la pollution en grands microplastiques supérieurs à 1 mm sur les plages françaises, avec une abondance médiane de 260 GPI par 100 mètres de plage. À l'échelle de l'Europe, la Commission européenne a publié un document indiquant qu'en 2019, ils estimaient qu'entre 52 000 et 184 000 tonnes de GPI avaient été perdues au niveau opérationnel. Cependant, j'ai mis une petite astérix au niveau de ce chiffre qui doivent être pris avec des pincettes, avec précaution, parce que cette première estimation de la Commission européenne était basée sur un nombre réduit de sites industriels, d'où le grand intervalle de confiance entre 52 000 et 184 000. Cela montre qu'il y a besoin d'études supplémentaires pour affiner les quantités perdues au niveau opérationnel en Europe et à l'échelle mondiale également. Enfin, la deuxième source de rejets environnementaux concerne les pertes accidentelles, notamment lors du transport maritime, fluvial, routier, ferroviaire ou lors d'accidents industriels de grande ampleur. Sur le petit graphique que vous pouvez voir en haut à droite de cette diapositive, nous avons fait un inventaire des accidents impliquant des GPI dans le passé lors du transport. Les transports routiers est à l'origine de 2 tiers des accidents, le transport ferroviaire 1 tiers et le transport maritime 1 tiers. Les accidents maritimes sont ceux qui ont généralement les impacts médiatiques les plus importants, car ils sont généralement à l'origine de pertes massives de GPI dans l'environnement, attirant l'attrait des médias, mais également une action des autorités qui est plus conséquente que lorsque c'est une perte simplement une perte de cargaison par un camion qui va avoir une perte d'unité, donc qui va avoir une action au niveau local. Si on prend le cas des accidents maritimes, au cours des 15 dernières années, on a eu une dizaine d'accidents majeurs qui sont représentés en bleu sur cette carte. Comme vous pouvez voir, des accidents ont eu lieu à toutes les régions du globe. Aucune région n'est immunisée face au risque de pollution accidentelle par GPI lors du transport maritime, car du fait d'une augmentation exponentielle de la production de plastique et de leur transport global par la mondialisation, toutes les régions sont susceptibles d'être touchées un jour ou l'autre par un déversement accidentel de GPI. Rien qu'en 2025, on a eu récemment 2 accidents maritimes conséquents à 2 zones géographiques bien distinctes. En mars 2025, nous avons eu la collision entre le Solong et le Stena Immaculate dans les eaux du Royaume-Uni, causant une pollution par GPI sur leurs côtes. Et il y a quelques semaines, on a eu également le naufrage du porte-conteneur Elsa 3 suite à un incendie dans les eaux indiennes, causant une pollution aiguë de leur environnement. Si on regarde quelques cas d'accidents passés, on va commencer avec le MSC Susanna. Donc c'est un porte-conteneur dans le port de Durban qui a perdu 2 conteneurs en octobre 2017 suite à des conditions météorologiques défavorables. On a donc 50 tonnes de GPI de polyéthylène qui ont été déversées dans les eaux du port de Durban. Et du fait d'une réponse opérationnelle qui a mis du temps à se mettre en place due aux conditions météorologiques, la zone touchée au total concerne 300 km de côte entre Durban et Richards Bay. Les opérations de nettoyage suite à cet accident ont duré
2 ans, impliquant 1000 personnes et environ 1 million d'heures travaillées pour l'entreprise en charge du nettoyage. Et à la fin, les estimations de récolte sont de 35,8 tonnes de GPI. Donc, on a une quinzaine de tonnes de GPI qui ont été laissées dans l'environnement suite à cet accident. On a le cas le plus médiatique des dernières années avec le Express Pearl qui a eu lieu au large de Colombo au Sri Lanka. On a eu un incendie à bord du porte-conteneur qui a mené à son naufrage et à la perte de toute sa cargaison qui contenait 11 000 tonnes de GPI en 2021. Très rapidement, 300 km de côte au sud-ouest du pays ont été touchés avec des arrivages massifs de GPI. Au début des arrivages, on a certaines plages sri-lankaises qui ont dû faire face à des épaisseurs allant jusqu'à 2 mètres de GPI sur leur côte. Un an plus tard, par contre, les autorités sri-lankaises ont indiqué que des GPI issus de l'accident avaient été retrouvés tout autour de l'île. Les opérations de nettoyage ont commencé très rapidement en juin 2021 et certaines opérations sont toujours en cours. Et à l'été 2021, ils estimaient qu'environ 1000 tonnes avaient été récupérées. Concernant les propriétés physico-chimiques de ces GPI, ce sont des contaminants solides, non solubles, non émulsifiables, non évaporants, persistants, non dispersibles et non visqueux, non adhérents. C'est-à-dire que la récupération est la seule méthode active de lutte en cas d'accident. À l'inverse des hydrocarbures sur lesquels on peut par exemple faire de la dispersion du in-situ burning selon les environnements, avec les GPI, seule la récupération est possible. Il est donc très important de comprendre leur comportement pour pouvoir mettre en place une réponse opérationnelle efficace. En cas de déversement sur plan d'eau, on a souvent classifié les GPI en 2 catégories. Les GPI flottants, ceux qui ont une densité inférieure à 1, qui représentent plus de 90% de la production, et les GPI coulants, qui ont une densité supérieure à 1. Les GPI flottants vont pouvoir s'échouer facilement sur le littoral ou sur les berges et être facilement remobilisés. On sait également que ces GPI ne forment pas de nappe. Cependant, ce caractère flottant n'est pas acquis dans l'environnement. En effet, les travaux du CED, notamment en Polydrome, un canal d'essai permettant de simuler des conditions environnementales, ont montré que le comportement et la flottaison étaient non immuables. En effet, très rapidement, sous l'effet des processus environnementaux, tels que sous l'effet de courants, de vagues ou de houle, en fait, l'équilibre de flottaison va être rompu et les GPI sont capables de passer dans la colonne d'eau. Cela suggère donc que la détection aérienne sur un plan d'eau est quasiment impossible dès qu'il y a un peu d'agitation. Et donc, cela ne sera possible qu'en zone abritée ou en zone portuaire. Et ces observations faites par les CEDR ont été validées l'année dernière lors de l'accident impliquant l'accident du Toconao, qui était une perte de conteneurs dans les eaux galiciennes espagnoles. Les autorités galiciennes ont voulu mettre en place très rapidement des détections aériennes pour aider aux opérations de récolte, mais malheureusement, aucune observation aérienne n'a été possible. Les autorités galiciennes ont dû attendre que les GPI s'échouent sur les plages pour pouvoir mettre en place des opérations sans avoir pu préparer les environnements touchés. En ce qui concerne le comportement à terre, sur les berges et sur les plages, les GPI se caractérisent par leur légèreté. Ils ont donc une très forte capacité à être mobilisés ou remobilisés par l'action des vents et des eaux de ruissellement, ce qui explique pourquoi, suite à un accident impliquant des GPI, on peut avoir une dissémination sur de très longues échelles géographiques. Ces GPI peuvent être également facilement enfouis, notamment dans les sols végétalisés et dans les sédiments. Par exemple, au Sri Lanka, plusieurs semaines après l'accident du Express Pearl, des GPI ont été récupérés sur plusieurs dizaines de centimètres. On a également le cas sur des sites industriels avec des pollutions historiques, avec un enfouissement important de GPI dans leurs terres. Et enfin, le comportement des GPI va également dépendre des caractéristiques de l'accident. En effet, on peut avoir des accidents qui vont impliquer seulement une perte de GPI, mais on va avoir des accidents, notamment lorsqu'on a un échouage ou un naufrage de navire, qui va impliquer un déversement de GPI et de reste de la marchandise. Et donc, on peut avoir des cas de co-déversement de GPI avec des hydrocarbures ou des substances chimiques. Il est donc important de bien comprendre comment ces GPI vont interagir avec les substances chimiques et hydrocarbures, car ces GPI ont une surface hydrophobe, ils sont capables d'absorber des hydrocarbures et des substances chimiques à leur surface. Et ils peuvent également s'associer dans les nappes d'hydrocarbures. Et donc c'est pour cette raison qu'au CED, on a des travaux en cours pour étudier l'influence de l'interaction hydrocarbures-GPI, produits chimiques et GPI, sur les propriétés de ces contaminants, leur comportement et leurs moyens de collecte. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, la présence de GPI
dans des hydrocarbures va affecter le moyen de collecte des hydrocarbures sur les plages. Concernant les impacts des GPI au niveau environnemental et socio-économique, les premières études, suite aux accidents du MSS Luna et Transcarrière, n'ont montré aucun impact sur des mortalités d'oiseaux ou de poissons notamment. Mais globalement, on a un manque de données et de recul sur les accidents passés pour statuer de l'effet environnemental des GPI en cas d'accident. On a besoin d'expérimentations complémentaires, notamment sur les interactions GPI et substances chimiques hydrocarbures, mais également d'études à long terme et intégratives de la complexité des écosystèmes et de la capacité des GPI à se dégrader dans les environnements aquatiques après leur déversement. Si on se base sur les études scientifiques sur les déchets plastiques au sens large, trois types d'impacts environnementaux sont suspectés. On peut avoir les effets physiques sur les habitats, il y a une modification des propriétés structurelles des sols ou un risque d'étouffement des sols en cas d'arrivée massive, comme lors du Sri Lanka où je vous ai dit il y a quelques minutes où des plages présentaient des épaisseurs supérieures à 2 mètres de GPI au début des déversements. On a le risque écotoxicologique pour les écosystèmes, lié à une ingestion potentielle de GPI par les organismes qui en sont capables, des oiseaux, des poissons, pouvant induire des risques d'étouffement, mais également des perturbations de leur processus digestif et de leur balance énergétique par conséquent. On a également le risque chimique, qui est lié à la capacité des GPI à relarguer leurs additifs dans les environnements aquatiques. C'est une thématique qui est bien connue pour les déchets plastiques au sens large et pour lesquels on a très peu d'informations pour les GPI. Et enfin, la troisième catégorie d'impact suspecté, c'est lié à la colonisation et au transport d'espèces. Tout objet plastique, une fois présent dans les environnements aquatiques, peut être très rapidement colonisé par des bactéries, des microalgues, impliquant potentiellement des espèces pathogènes ou invasives, et du fait de la capacité des déchets plastiques à être rapidement disséminés d'un environnement A à un environnement B, il est possible que des GPI puissent apporter ces espèces nuisibles dans un nouvel environnement et induire des effets pour les écosystèmes de ce nouvel environnement. Concernant les impacts socio-économiques potentiels, ils sont assez diversifiés. On va avoir évidemment, en cas d'accident, des impacts sur les économies locales, potentiellement liés à de la fermeture de plages, la fermeture de la pêche, des perturbations des activités aquacoles. On a les effets sur le moral des communautés locales liés à une perturbation esthétique de leur environnement, mais on va également avoir de potentielles aggravations des injustices environnementales en fonction des lieux d'accident. Par exemple, au Sri Lanka, suite à l'accident du Distress Pearl, on a eu une interdiction de la pêche, la principale ressource économique du pays, avec le tourisme. Cet accident a eu lieu au moment de la crise du Covid, dont le tourisme était au plus bas pour les autorités sri-lankaises, et ils ont dû faire face à également un impact économique important lié à cet arrêt de la pêche. Et donc, face à ce nouveau type de contaminant, les GPI, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Alors, on peut classer ce que faire en deux grandes catégories. Tout d'abord, prévenir les rejets opérationnels et les déversements accidentels sur les sites industriels, chez les producteurs, les transformateurs et les logisticiens de toute taille, que ce soit des petits ou des grands industriels. Et cela passe notamment par de la sensibilisation d'acteurs, pour une diminution des fuites dans l'environnement via la mise en place de nouveaux équipements. On va réduire ainsi les pollutions chroniques, et on va réduire également le concept de la dette plastique. Ce concept de dette plastique prend en compte le fait que le déversement de GPI ou objets plastiques dans l'environnement à un instant T n'a peut-être aucun impact, mais son accumulation dans le temps et sa capacité à se dégrader fait que les risques environnementaux des objets plastiques au cours du temps augmentent inévitablement, car un objet plastique va se dégrader en objet plastique de plus en plus petit, beaucoup plus facilement ingérable et beaucoup plus susceptible d'induire des effets pour les organismes vivants. Et la deuxième catégorie concerne l'amélioration et le développement de stratégies en réponse aux pollutions accidentelles, pour faciliter la mise en place rapide de réponses efficientes, c'est-à-dire améliorer la prise de décision, optimiser les méthodes de confinement et de récupération pour limiter les opérations de nettoyage. On va ainsi limiter les niveaux de pollution et réduire les risques de pollution aiguë. Et enfin, dans l'amélioration de ces stratégies, il y a évidemment améliorer les voies de gestion des déchets GPI pour favoriser leur réutilisation, leur réemploi et leur recyclage et éviter leur élimination. Et c'est sur ces deux grandes catégories que le CEDRE travaille actuellement afin d'apporter des réponses aux industriels et aux autorités face aux GPI. Et dans ce contexte, on a publié en début d'année un nouveau guide opérationnel dédié aux granulés plastiques industriels, dont le titre est « Granulés plastiques industriels, prévention sur site industriel et intervention dans l'environnement ».
On a également un petit document présentant les informations clés sur les granulés de plastique industriels qui lui fait quelques pages, qui permet d'avoir des données succinctes. Et je vous encourage à aller lire ces deux documents, ils sont disponibles gratuitement sur le site internet du CEDRE, et ne pas hésiter à nous faire un retour si vous avez des questions, en plus des informations disponibles dans les documents. Donc la suite de cette présentation va être organisée autour des deux grandes thématiques, donc prévention sur le site industriel et intervention dans l'environnement. L'objectif n'est pas de rentrer dans tous les détails, mais de vous présenter quelques informations clés. Donc, concernant tout d'abord la prévention des rejets opérationnels et des déversements accidentels, aujourd'hui, quelles sont les réglementations en Europe et en France? Donc, une réglementation, ça permet de créer un cadre juridique fonctionnel via l'application de normes et de directives guidant les actions. Ces réglementations permettent notamment de protéger l'environnement et d'éviter des pollutions ou de réduire les niveaux dans le cas échéant. En France, depuis 2021, on a un décret dédié au GPI dans le cadre de la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Donc, l'objectif est d'avoir 0 émission de GPI pour tout industriel manipulant plus de 5 tonnes de GPI par an. Et en Europe, en 2024, il y a eu l'adoption par le Parlement européen d'un texte traitant de la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution. Ce texte a pour objectif de mettre en œuvre des bonnes pratiques et également un schéma de certification ou de déclaration. C'est-à-dire que les grandes entreprises devront obtenir une certification délivrée par un tiers indépendant, tandis que les petites entreprises devront fournir des déclarations sur l'honneur attestant de leur conformité. Et ces industriels pourront être soumis à des observations par des inspecteurs de l'environnement notamment, pour vérifier leur conformité. Cela montre qu'en France et en Europe, il y a quand même un effort qui est fait par les autorités en association avec les industriels pour améliorer la situation. Les industriels peuvent également obtenir une certification Operation Clean Sweep. L'Operation Clean Sweep, ça a été lancé dans les années 90 par l'industrie directement, et ça encourage les entreprises à mettre en place des mesures de gestion des matières premières plastiques pour éviter leur déversement accidentel et leur fuite. En Europe, Operation Clean Sweep a notamment développé une certification pour cette zone géographique et qui est obligatoire pour toutes les entreprises signataires de l'OCS. Et c'est une certification qui se base également sur l'obtention, la réalisation d'audits par des tiers indépendants et qui est du fait de ce caractère obligatoire et nécessite la mise en place de mesures et d'actions spécifiques par les industriels. Et à cet égard, le CEDRE accompagne aujourd'hui et peut accompagner des industriels de toute taille pour atteindre leurs objectifs réglementaires et l'obtention de la certification OCS en faisant des analyses de leur site pour aider à la mise en place de plans anti-pollution et de prévention. Nos travaux pour la réalisation d'IDI opérationnels ont montré qu'il y avait 4 grandes catégories d'actions pour prévenir les rejets opérationnels et les déversements accidentels. On va avoir évidemment la sensibilisation des acteurs et des employés. C'est obligatoire pour pouvoir faire comprendre au personnel la nécessité et l'importance de faire attention au GPI et que ça soit ancré dans le fonctionnement de l'entreprise. On a évidemment l'amélioration des procédés industriels parce que, idéalement, la manipulation et le travail des GPI devraient se faire en environnement clos pour limiter le risque de pollution dans l'environnement. Et sur site industriel, ça faciliterait le nettoyage. Sauf que de nombreuses entreprises ont été créées dans les années 70 et les lignes de production et de manipulation se font dans des environnements semi-ouverts et ouverts. Et il n'est pas possible de les faire en environnement clos sans la mise en place de fonds économiques très très importants. Donc à la place, on peut améliorer les procédés industriels, par exemple en ajoutant des hottes aspirantes, en ajoutant des capteurs de détection de fuite que les industriels peuvent développer pour stopper les lignes de production en cas de fuite. On doit également améliorer l'intervention pour le nettoyage, en mettant en place des bonnes pratiques, des kits de nettoyage, en faisant des investissements pour l'achat d'aspirateurs, de balayeuses industrielles, en ciblant au préalable les zones les plus à risque pour un site industriel, car chaque site industriel peut présenter des propriétés spécifiques et donc qui va nécessiter la mise en place d'actions correctives spécifiques. Et enfin, on a la prévention des rejets extérieurs, notamment par un meilleur contrôle des camions sortant des installations industrielles. Certains industriels mettent en place notamment des centrales soufflantes, mais il y a également tout ce qui est eau de rejet. Et donc pour ça, on peut mettre en place des paniers récupérateurs dans les réseaux d'eau, par exemple. Mais si vous avez des interrogations sur ces 4 catégories d'actions, à la fin du guide opérationnel, vous pourrez retrouver des fiches descriptives synthétiques qui sont dédiées aux industriels,
où il y a une présentation de chaque action que les industriels peuvent mettre en place, avec les précautions d'usage, les avantages, les inconvénients, et à quels objectifs ils peuvent atteindre avec la mise en place de ces actions. Concernant le transport, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de réglementation pour le transport de GPI. Si on prend le cas du transport maritime, la Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires MARPOL ne s'applique pas au GPI. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de règle d'emballage, il n'y a aucune obligation de positionnement à bord et il n'y a aucune obligation d'inscription dans le manifeste de bord. Ce qui dans le passé a causé des soucis car les GPI étaient décrits sur le bateau sous différents noms. Et donc on avait des biais potentiels sur les quantités perdues de GPI. Au départ, par exemple, à l'Express Pearl, on parlait de centaines de tonnes de GPI à bord. En fait, on se rend compte qu'il y avait 11 000 tonnes à bord du conteneur. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes quantités entre ce qui était initialement indiqué et la réalité. Également, la Convention transport de substances nocives et potentiellement dangereuses SNPT, lorsqu'elle ne sera ratifiée, ne couvrira pas les accidents liés par GPI, sauf pour les granulés préexpansés qui sont en classe 9. Mais malgré cette absence de réglementation, cela n'empêche pas la mise en place de bonnes pratiques, comme en témoigne la création de recommandations pour l'Organisation maritime internationale et l'adoption de bonnes pratiques dédiées au GPI par différents armateurs, tels que Armateurs de France ou MSC récemment, qui impliquent notamment un changement de positionnement des conteneurs, l'interdiction de vrac et la notification des conteneurs contenant des GPI dans le manifeste de bord sous un seul terme générique. En ce qui concerne l'amélioration des réponses et des stratégies en cas de pollution dans l'environnement, une description complète de la réponse opérationnelle est disponible dans notre guide opérationnel, donc je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas pour la fin de la présentation. Mais je vais vous parler aujourd'hui plutôt de l'action du CEDRE, notamment sur l'intervention en cas de pollution accidentelle. Pour ce faire, le CEDRE a développé des installations expérimentales dédiées au GPI, qui sont ouvertes à la recherche scientifique et aux essais industriels. Ces installations expérimentales dédiées au GPI sont utiles pour les autorités et les industriels pour guider leur choix vers des méthodes ou certains équipements. En effet, ces installations permettent de réaliser des tests dans des conditions standardisées pour obtenir une base de données robuste, comparative des équipements, pour avoir leurs avantages et leurs inconvénients en fonction des substrats et en fonction des conditions météorologiques notamment. Donc ces installations dédiées au GPI sont des installations à la fois sur plan d'eau, sur plage, mais on a également un système hors sol qui permet de tester des équipements sur tout type de substrat, que ce soit des galets, des graviers ou de la végétation par exemple. Sur cette diapositive, vous pouvez avoir un échantillon de tests qui ont été réalisés au cours des 3 dernières années. Donc, comme vous pouvez le voir, on a testé des équipements sur plan d'eau avec des récupérateurs à seuil, des drones autonomes ou non. On a également testé des cribleuses et des adaptations sur la cribleuse pour améliorer la récupération. On a testé différents types d'aspirateurs avec des aspirateurs dédiés qui ont été créés par des industriels pour les GPI, mais on a également testé des équipements qu'on va retrouver plus facilement dans le commerce pour pouvoir fournir des recommandations aux autorités locales en cas d'arrivage, car ces autorités vont souvent posséder ce type d'équipement pour leur municipalité. Et ces essais, ça permet d'aboutir à la création de tableaux permettant de recommander telle ou telle technique en fonction des substrats, comme vous pouvez voir en exemple sur cette diapositive. Chacune de ces techniques est présentée en détail dans le guide, encore une fois sous la forme de fiches descriptives, avec les différents moyens envisageables et les avantages et inconvénients de chaque technique en fonction des substrats. Globalement, aujourd'hui, il y a 4 grandes techniques qui ont été utilisées dans le passé pour faire face à des accidents impliquant des déversements importants de GPI. On a évidemment la récupération manuelle, avec l'utilisation d'outils, des pelles, des seaux, des balais, afin de récupérer grossièrement des quantités importantes de GPI. C'est une intervention qui est possible sur tout type de substrat, mais qui va nécessiter évidemment un grand nombre d'opérateurs. Et il est important de souligner que cette récupération manuelle est extrêmement fastidieuse pour les opérateurs et physiquement éreintante. On a la collecte par aspiration, via l'utilisation d'aspirateurs portatifs ou des véhicules d'aspiration lorsqu'on peut en acheminer. Cette aspiration est possible sur de nombreux substrats, mais va nécessiter la réalisation d'une étape supplémentaire, car l'aspiration implique généralement une aspiration de GPI, mais également du substrat présent avec les GPI, tels que du sable, des feuilles, des morceaux de bois ou autres.
On a le tamisage qui est une autre technique utilisée principalement suite à des accidents, qui permet via l'utilisation d'une maille dont la taille est sélectionnée selon la taille des particules que l'on souhaite récupérer dans le reflux de tamis, obtenir les GPI et laisser passer le sable par exemple. Ce tamisage a été utilisé sur des zones sableuses mais également des zones de limon et d'argile, et c'est une technique qui va nécessiter aujourd'hui, on considère, des adaptations pour pouvoir faciliter le travail des opérateurs, car elle est également physiquement difficile pour les opérateurs, et c'est donc un travail très difficile sur le long terme. Et comme vous avez vu tout à l'heure dans les études de cas, souvent des accidents impliquant des pertes de GPI vont durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc il faut pouvoir maintenir le travail des opérateurs sur ces longues périodes de temps. Et autant au début, le travail, on a l'impression que ça peut avancer vite suite à la récupération importante de GPI, mais à la fin, les opérations de nettoyage, c'est la détection des GPI dans des zones sableuses, par exemple, est très difficile. Et donc, en plus d'être physiquement difficile, pour les opérateurs qui vont manipuler des grandes quantités de sable, il y a une difficulté mentale également, liée à l'impression de récupérer très peu de granulés par rapport au travail fourni. Et enfin, on a la séparation par flottaison qui utilise la différence de densité entre les GPI, l'eau de mer et le sable afin de récupérer les GPI à la surface tandis que le sable coule. C'est une action qui est possible seulement avec des GPI flottants, et c'est une action qui est complémentaire des autres techniques pour pouvoir réaliser une séparation secondaire afin de limiter la quantité de déchets récoltés avec les GPI et limiter ainsi la quantité de déchets à gérer. Et en parlant de gestion des déchets, aujourd'hui on n'a pas de préconisation ou de réglementation spécifique sur la gestion des déchets GPI suite à des opérations de nettoyage après un déversement. On considère donc qu'il est essentiel de développer un plan d'urgence de gestion des déchets des GPI pour faire face aux 3 enjeux logistiques pour le stockage et le transport, environnemental afin d'éviter les contaminations secondaires liées au transport des GPI récoltés de l'environnement vers des zones de stockage, mais également un enjeu économique pour limiter les coûts associés au traitement. On conseille donc de prendre exemple sur les préconisations disponibles pour les déversements d'hydrocarbures et de produits chimiques, avec le concept de hiérarchie des modes de traitement des déchets, en favorisant évidemment un réemploi, un recyclage, une valorisation avant toute élimination. C'est pour ça que les discussions sont nécessaires entre les autorités et les professionnels de la plasturgie pour identifier à la fois les options possibles suite à un déversement pour la réutilisation ou le recyclage, mais également pour tout ce qui est traitement et nettoyage possible des GPI en cas de co-déversement avec des produits chimiques ou des hydrocarbures notamment. Pour avoir un petit exemple de réutilisation des GPI suite à un accident, en Afrique du Sud, suite au MSC Susanna, une partie des GPI avait été récupérée pour faire du mobilier de jardin, par exemple. Et donc, pour conclure cette présentation, il y a 4 messages importants à retenir, à mon sens. C'est tout d'abord, les GPI sont des polluants aux caractéristiques uniques et complexes. Il est donc important de continuer les travaux pour les comprendre et améliorer notre compréhension de leur comportement dans les environnements. 2, de nouvelles réglementations sont mises en place et des efforts sont faits par les industriels qui est à souligner. Donc des résultats seront probablement vus au long terme, notamment sur les pertes chroniques dans l'environnement. Et à souligner qu'une attention doit être faite aux petits producteurs, transformateurs et logisticiens qui ont souvent des problématiques économiques liées à la mise en place d'actions correctives. Et donc ce sont donc des industriels qu'il faut accompagner, que les autorités doivent accompagner et que le CET peut également accompagner pour pouvoir atteindre leurs objectifs et être conformes aux nouvelles réglementations qui sont mises en place depuis peu et qui vont l'être à l'échelle européenne. Troisièmement, les réponses opérationnelles dans les milieux aquatiques sont limitées du fait de la détection difficile, voire impossible des GPI et de leur suivi de l'environnement. Et il est important de développer et de tester de nouvelles technologies pour pouvoir améliorer cette réponse opérationnelle directement sur les plans d'eau. Et enfin, comme je viens de vous le montrer, les techniques de nettoyage sont fastidieuses, souvent faiblement efficaces et physiquement difficiles pour les opérateurs. On doit donc continuer à développer et optimiser des nouvelles méthodes mécaniques ou manuelles, mais plus efficientes. Et c'est sur ces 4 perspectives que le CEDRE continue de travailler du fait des différents métiers présents au sein de l'association qui permet de travailler sur ces différentes perspectives. Alors, je vous remercie pour votre attention, malgré les petites problématiques au départ liées à un petit couac de micro, et je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez.
je voulais rappeler que bon, je remercie Kevin pour son exposé qui était très complet. Et je voulais rappeler que l'opération Clean Sweep ne donne pas les résultats attendus depuis des décennies. Donc, ils ont du mal à avancer vers le zéro perte de granulés. Et que les balais sont toujours à proscrire, comme vous l'avez montré. C'est l'aspiration qui est la plus pertinente comme méthode de récupération. Après, ensemble, nous avons vu la pollution qu'il peut y avoir dans l'estuaire de la Seine avec l'usine Exxon où on a visité les abords de l'usine. Et en fait, il y a une pollution chronique liée à l'usine depuis de nombreuses décennies. Et en 2024, nous avions vu sur les berges de la Seine l'ampleur de la pollution avec parfois jusqu'à 1 kilo de granulés au mètre carré. On avait mesuré aussi des fuites sur les fossés, à peu près 2 tonnes par an de granulés perdus qui se dirigeaient vers la Seine. Avez-vous été contacté pour nettoyer les abords de l'usine, sachant que le vapocraqueur Exxon de Lillebonne a été arrêté en Normandie, dans l'estuaire de la Seine, il ne reste plus que le vapocraqueur de Total, mais celui d'Exxon a été arrêté. Et puis, bon, je continue, les questions que j'ai posées à l'écrit. Avez-vous fait des tests ailleurs, en niveau industriel ou en milieu portuaire? Voilà mes questions. Tu n'as pas besoin de remettre le micro, en fait. Ça fonctionne, c'est parce que tu avais... Oui, c'était à cause de ça. Merci Laurent pour ton intervention. Alors déjà pour Operation Clean Sweep, c'est vrai que en fait pendant des années les résultats étaient pas publiés. À la différence maintenant pour l'Europe, c'est vrai qu'il y a la certification qui est mise en place depuis 2 ans et donc on ose penser que ces améliorations vont être observées très rapidement parce que l'obtention de la certification est assez similaire au décret français et à la Commission européenne, donc qui est assez restrictif pour eux. Et c'est pour ça que certains sites industriels font face à des difficultés pour obtenir cette certification, car avant l'OCS était seulement une signature de l'entreprise, alors que dorénavant, ils doivent vraiment mettre en place des actions correctives et débloquer des fonds économiques pour montrer lors des audits leur efficacité. Ensuite, pour les actions, notamment sur les bords de la Seine, on n'a pas été contacté directement par les industriels pour aller faire des tests à cet endroit-là. Par contre, on travaille avec certains industriels, notamment pour tester des équipements, pour leur fournir une recommandation sur l'efficacité ou non, notamment pour des zones de pollution historique qu'ils peuvent présenter sur leur site, pour pouvoir avoir un renettoyage, une remédiation de ces environnements, car c'est pour eux aujourd'hui leur plus grande difficulté, c'est lié à ces pollutions historiques, parce que pendant plusieurs années ou décennies, les opérations, l'intervention étaient limitées, et donc ils peuvent faire face à des quantités importantes de ces zones historiques, à la fois sur leur site, mais également aux abords de leur site. Il me semble qu'il y a eu, il y a quelques mois, du fait de la nouvelle mise en application du décret français, le début des inspections par les inspecteurs de l'environnement, et certains sites ont été épinglés pour leur contamination autour de leur zone, et ils ont dû donc traiter entièrement les terres autour de leur site, et ça leur a représenté des quantités astronomiques. Et donc c'est pour ça aussi que aujourd'hui des nouvelles techniques doivent être développées pour ce traitement de ces terres, pour éviter d'avoir des quantités, des mètres cubes et des mètres cubes de terre à éliminer, parce qu'à mon avis, il n'y a pas de recyclage qui est fait sur ces terres-là. Et la troisième question, c'était pour les environnements portuaires. Oui, en fait, dans le cadre d'un projet européen sur lequel on travaille, le cadre qui s'appelle Treasure, on fait des tests d'équipement pour la récupération des déchets plastiques au sens large dans les environnements portuaires, mais ça implique également du test d'équipement dédié au GPI pour les environnements portuaires. Donc on a testé différents équipements au cours des derniers mois, par l'entreprise Ecopol par exemple. Là, au mois de juillet, on a des nouveaux récupérateurs sur plan d'eau qui vont être mis en place pour voir leur efficacité pour des zones portuaires. On a également testé des poubelles, des CBIN par exemple, pour voir leur intérêt par rapport au GPI. Et on a également
tester les drones autonomes là dont j'ai montré la photo tout à l'heure, justement pour le cas des environnements portuaires ou des bassins industriels, parce que les drones sont très fonctionnels, mais dès qu'il y a un peu d'agitation sur un plan d'eau, ils vont perdre en efficacité. C'est pour ça qu'on les recommande essentiellement pour les zones portuaires ou pour les bassins de rétention industriels, pour la contamination qu'ils peuvent observer de manière chronique dans ces environnements-là. Bonjour Christina, tu as une question également ? Merci beaucoup pour cette présentation, Kevin, et pour tout le travail que vous avez engagé sur la question des GPI. Moi, je me posais la question de toutes les fois où vous êtes intervenu sur site, que ce soit pour le compte d'industriels ou suite à des accidents, qui prenait en charge cette intervention en fait. Voilà. Et du coup, je me demandais aussi, suite à la question de Laurent, si vous aviez connaissance d'entreprises qui avaient obtenu la certification OCS, puisqu'il me semble que le premier round de certification, il n'y avait pas beaucoup qui l'avaient obtenu, donc je me demandais où on en était maintenant. Merci. Merci Christina pour la question. Alors, concernant qui prend en charge les coûts, alors aujourd'hui, sur les interventions qu'on a eu à faire avec les GPI, par exemple, il y a eu un déplacement pour le Express Pearl au Sri Lanka, c'était une mission des Nations Unies, où le CEDRE avait été demandé. Mais sinon, le dernier grosse intervention où on allait pour les GPI, c'était sur la façade atlantique en janvier 2023 où on était allé, et c'était le CEDRE on s'était déplacé à la demande de la DTTM 44 et c'est l'intervention du CEDRE qui avait pris en charge les coûts pour aller assister à la DTTM 44. C'était notre première intervention sur le territoire français directement dans ce contexte-là pour les GPI liés à des arrivages d'origine inconnue. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de sources identifiées pour ces arrivages qui ont touché toute la façade atlantique française pendant plusieurs semaines. Et pour les sites industriels, par contre, on n'a pas eu de cas aujourd'hui où le CEDRE a été appelé suite à un déversement accidentel différent directement. C'est des retours d'expérience sur lesquels on a, ou des visites de sites que l'on fait, auxquelles on nous informe qu'il y a eu un accident et que les actions qui ont été mises en place. Mais pour l'instant, le CEDRE n'a pas été appelé par un industriel pour aller gérer directement des pertes de GPI. À part dans le passé, où une fois il y avait eu une perte alors c'était, si je me souviens bien, mais c'était il y a longtemps déjà, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, donc à l'époque où les GPI n'étaient pas encore très médiatisés pour le CEDRE et le reste, le grand public. Mais c'était une usine de recyclage qui avait perdu des paillettes de polyéthylène. Et donc le CEDRE avait été appelé pour voir qu'est-ce qu'il pouvait mettre en place comme action corrective et de récupération. Mais c'était ça, du coup, lié au financement de l'intervention du CEDRE, de la cellule d'intervention du CEDRE, en tant que soutien en politique publique. Merci. Donc s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je propose de vous laisser là. Je vous encourage, si vous avez des questions qui viennent dans le futur, à me contacter directement, n'hésitez pas. Et à aller voir toutes les informations qui sont disponibles sur notre site internet, et à prendre connaissance du guide également qui permet d'avoir un aperçu assez global de ce nouveau type de contaminant. S'il vous plaît. Oui. Oui, bonjour, Jean-François Roux des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques. Du coup, j'avais posé une petite question sur le chat. Est-ce qu'on a une différence du coup notable de comportement entre l'eau douce et l'eau salée? Non. Non. Non, c'est pas significatif. D'accord. Les constantes que vous avez déclarées tout à l'heure demeurent identiques. Oui, on va observer les mêmes choses. D'accord. Et par contre, du coup, au-delà de l'observation, c'est la question de densité qui nous... Enfin, c'est l'élément de densité, si on a une fiche produit ou autre, là, je prends l'aspect opérationnel, qui va nous indiquer si effectivement c'est en surface ou si c'est non flottant. Oui, pour des environnements calmes, c'est cette notion de densité qui va permettre de déterminer s'ils vont couler ou flotter, sachant que pour ceux qui ont une densité inférieure à 1 en cas d'agitation vont avoir un comportement assez chaotique en bougeant de la surface jusqu'au milieu de la colonne d'eau, par exemple. Par contre, peu importe l'agitation, le GPI coulant, lui, va couler directement et peut s'accumuler sur le sédiment ou être remobilisé selon les courants de fond. Mais oui, c'est cette densité qui permet d'avoir déjà une première information sur
le comportement en fonction de la zone touchée. Ok. Et statistiquement, en termes de produits utilisés et rencontrés, on a plus de flottants, de coulants, c'est pas, Oui, c'est pas si- beaucoup plus de flottants, c'est 90% de la production. Aujourd'hui, lors des accidents passés, on n'a eu aucun cas avec des GPI coulants. Ou alors qui n'ont pas été, ça n'a pas été mis en évidence. Ce n'était que des GPI flottants, des polymères présentant une densité inférieure à 1. Essentiellement du polyéthylène et du polypropylène parce qu'ils représentent à eux deux plus de 70% de la production mondiale en plastique aussi. C'est lié à cette caractéristique-là. Parfait, merci à vous. Merci à vous. Oui, Laurent, oui, j'ai relevé la main. Oui, merci Kevin. En fait, pour les GPI coulants, comme pour les autres plastiques, il y a un phénomène de cascading, c'est un terme qu'employait François Galgani durant le bon état écologique du littoral français. En fait, les GPI coulants vont progresser dans le lit d'une rivière et atteindre la mer de toute manière. Ils mettront le temps, mais ils finiront en mer de toute manière. Au niveau des interventions, puisqu'on a eu là un sapeur-pompier, j'ai pas retenu votre nom, excusez-moi monsieur, mais on avait eu une réunion avec le ministère sur la demande de notre association, plus celle de Boulogne-sur-Mer, où en fait on avait eu un accident impliquant des GPI sur l'autoroute A16 en 2016. Et il y avait eu 8 tonnes, je crois, d'éparpillés sur l'autoroute A16 de granulés plastiques industriels. Et les services de secours, n'étant pas formés, n'avaient pas réussi à trouver la bonne solution pour évacuer le plus possible ces granulés. Ils avaient rejoint la rivière qui passait sous l'autoroute. Ils avaient stocké les tonnes de granulés sur le côté sans les protéger des intempéries, et les granulés avaient à nouveau rejoint la rivière. Et donc tout ça avait fini en mer sur les plages de Boulogne avec des photos qu'on avait transmises au ministère. Et donc on avait travaillé avec la DIR Nord-Ouest pour essayer de trouver des solutions. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et surtout pas le balai, quoi. Et surtout pas les auto-balayeuses, les balayeuses mécanisées. C'est l'aspiration qu'il faut utiliser. Voilà. Oui, c'est le bon exemple, Laurent, ce cas d'accident routier, parce que ça montre la forte capacité des GPI, si on n'intervient pas rapidement, à atteindre une dissémination extrêmement importante et donc contaminer des larges échelles géographiques à partir d'un petit accident localisé au niveau routier. Donc, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je pense qu'on va pouvoir se quitter là. Merci à tous une nouvelle fois de votre présence. J'espère que c'était une présentation intéressante et que ça vous a donné envie d'aller jeter un œil dans nos récents documents publiés sur cette problématique. Merci à vous et je vous souhaite une agréable fin de journée.